Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour continuer avec vous ma lecture des 4 filles du Docteur March de Louisa May Alcott. Alors pour la petite anecdote, il faut savoir que le roman a été maintes fois adapté au cinéma et à la télévision par George Cukor en 1933 avec Katharine Hepburn qui incarne Jo dans le film, par Mervyn LeRoy en 1949 avec Elizabeth Taylor dans le rôle de Amy, par Gillian Armstrong en 1995 avec Winona Ryder dans le rôle de Jo, et par David Lowell Rich en 1978 en téléfilm. Il existe aussi quelques petites versions en série d'animation, Les 4 filles du Dr March en 1981 et Petite bonne femme en 1993. Voilà. Pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou bien sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je reprends donc ma lecture avec vous à la moitié du chapitre 2. Je vous souhaite une excellente soirée. C'est son petit-fils qui le lui a mis dans la tête. J'en suis sûre, dit Jo. Comme la glace commençait à disparaître dans la bouche des convives avec des « oh » et des « ah » de satisfaction. Il paraît très gentil et je voudrais bien le connaître. Il a l'air d'en avoir bien envie aussi. Mais il est ou timide ou fier. Et Meg ne veut pas nous permettre d'entrer en conversation avec lui quand nous le rencontrons. Vous parlez des personnes qui habitent la grande maison voisine de la vôtre, n'est-ce pas ? Demanda une des petites invitées. Maman connaît le vieux monsieur, mais elle dit qu'il est très hautain et ne veut voir personne. Il ne laisse sortir son petit-fils que pour se promener avec son précepteur ou monter à cheval. On le fait horriblement travailler. Nous l'avons invité une fois, mais il n'est pas venu. Maman dit qu'il est très aimable, quoiqu'il ne parle jamais aux jeunes filles. Un jour, notre chat s'est sauvé. C'est lui qui nous l'a ramené. Et nous avons causé ensemble par-dessus la haie. Nous nous amusions beaucoup à parler de jeux et de toutes sortes de choses. Lorsque Meg est arrivé, et il est parti. Je veux arriver à le connaître, car il a besoin de gaieté, j'en suis sûre, dit Jo d'un ton décidé. Il a de très bonnes manières et semble en effet être un vrai gentleman, répondit Madame March. Je n'ai aucune objection à ce que vous fassiez connaissance avec lui, si vous en trouvez l'occasion. Il a apporté lui-même les fleurs, et je lui aurais demandé de rester si j'avais été sûre de la manière dont vous vous tiriez d'affaire là-haut. Il avait l'air si triste, en s'en allant d'entendre votre tapage sans y participer, qu'il était évident qu'il n'avait en réserve aucun amusement pour lui. C'est bien heureux que vous ne l'ayez pas invité, mère, dit Jo en regardant ses bottes. Mais une autre fois, nous jouerons quelque chose qu'il puisse voir. Et peut-être voudra-t-il se charger d'un rôle. Nous aurions ainsi un vrai homme, et ce serait très amusant. Madame March ne put se retenir de rire. Jo avait du reste la spécialité de dérider tout le monde. Voilà la première fois que j'ai un bouquet à moi sans l'avoir cueilli, dit Meg en examinant ses fleurs roses avec un grand intérêt. Il faut convenir qu'il est très joli. Il est charmant, mais les roses de Bess me font encore plus de plaisir, dit Madame March en regardant la rose posée à sa ceinture. Bess se rapprocha alors de sa mère et murmura « Je voudrais pouvoir envoyer le mien à papa. Je crains bien qu'il n'ait pas eu un aussi joyeux Noël que nous. » Chapitre 3. Le petit Lawrence. « Jo, Jo, où êtes-vous » criait Meg en bas de l'escalier qui montait au grenier. « Ici » répondit une voix tout en haut. Et Meg, grimpant l'escalier, trouva sa sœur occupée à croquer une pomme, tout en pleurant sur un livre qu'elle lisait. Elle était enveloppée dans sa pèlerine et étendue au soleil, près de la fenêtre, sur un vieux sofa veuf d'un de ses pieds. C'était là le refuge favori de Jo, qu'elle aimait à se retirer avec ses livres favoris, pour jouir pleinement de sa lecture et de quelques biscuits qu'elle partageait avec un ami fort singulier, qu'elle était parvenue à apprivoiser et qui vivait volontiers dans sa compagnie.
Il n'avait aucunement peur d'elle et tournait, tant qu'elle était là, autour du canapé avec une familiarité sans exemple chez un rat. Car oui, vraiment, c'était bien un rat. À la vue du singulier ami de sa sœur, Meg s'arrêta tout interdite. Mais à la vue de Meg Raton, c'était le nom du petit animal. Raton s'enfuit dans son trou et Meg reprit courage. Joe essuya ses larmes et mit son livre de côté. « Quel plaisir, Joe !» lui dit Meg. « Voyez une invitation en règle de Madame Gardinier pour demain soir. » En lui montrant le précieux papier, elle lui fit avec plaisir que les jeunes filles qui ont de rares occasions de plaisir comprendront sans effort. Madame Gardinier prit Miss March et Miss Joséphine d'assister à la soirée dansante qu'elle donnera la veille du jour de l'an. « Maman veut bien que nous y allions, Joe. Mais quelle robe allons-nous mettre ?»« À quoi bon le demander ? Vous savez bien que nous mettrons nos robes de popeline, puisque nous n'en avons pas d'autres. » répondit Joe, achevant à elle toute seule la provision de biscuits, à laquelle, par son brusque départ, Raton avait perdu tous ses droits. Meg descendit, acceptait avec beaucoup de remerciements, examinait sa robe et chantait comme un oiseau en arrangeant son unique col de dentelle, tandis que Joe finissait son histoire et ses pommes et jouait à cache-cache avec Monsieur Raton qui avait réapparu. La veille du jour de l'an, la chambre qui était le parloir de la maison était déserte. Bess et Amy s'amusaient à tout ranger et leur sœur était absorbée par l'importante affaire de s'apprêter pour la soirée. Quoique leur toilette fût très simple, il y eut beaucoup d'allées et venues, de rires et de paroles, et à un certain moment, une forte odeur de brûlé emplit la maison. Meg ayant désiré avoir quelques frisures, Joe s'était chargé de passer ses papillotes au feu. « Est-ce que cela doit fumer comme cela ?» demanda Bess. « C'est l'humidité qui sèche, » répondit Joe. « Quelle drôle d'odeur !»« On dirait des plumes brûlées, » ajouta Amy, en roulant ses jolies boucles rondes autour de son doigt, d'un air de supériorité. « Là, maintenant, je vais ôter les papiers et vous verrez un nuage de petites frisures, » dit Joe mettant les pinces de côté. Elle enleva le papier, mais aucun nuage n'apparut. Les cheveux venaient avec le papier et la coiffeuse posa avec stupéfaction sur le bureau, à côté de sa victime, plusieurs petits paquets à moitié brûlés. « Qu'avez-vous fait ? Je suis toute abîmée. Je ne peux plus aller au bal maintenant. Oh, mes cheveux, mes pauvres cheveux !» gémit Meg en regardant avec désespoir les petites boucles inégales qui tombaient sur son front. « Toujours mon bonheur habituel. Aussi, vous n'auriez pas dû me demander de le faire. Je fais tout mal. Je suis on ne peut plus fâchée. Le fer était trop chaud, murmura la pauvre Joe en pleurant de regret. « Mettez votre ruban de manière à ce que le petit bout des frisures revienne sur votre front, » dit Amy pour consoler Meg. « Vous serez tout à fait à la dernière mode. »« Je suis jolie maintenant pour avoir essayé d'être belle. Je voudrais bien ne pas avoir pensé à mes cheveux, » cria Meg avec impatience. « Cela aurait mieux valu. Ils étaient si doux et si jolis. Mais ils le repousseront bientôt, » dit Bess en venant embrasser et consoler la pauvre brûlée. Après plusieurs autres malheurs moins grands, Meg fut enfin habillée. Et avec l'aide de toute sa famille, Joe arriva aussi à être coiffée et habillée. Elles étaient très bien dans leur simplicité. Meg avait sa robe de popeline green argent, une ceinture de soie bleue, un col et des manches de dentelle. Joe avait mis sa robe de popeline noisette, une collerette raide comme en mettant quelquefois les petits garçons, et pour seul ornement des chrysanthèmes blancs dans ses cheveux. Elles mirent chacune un joli gant propre et tint l'autre à la main. Et tout le monde déclara que c'était parfait. Les souliers à hauts talons de Meg étaient terriblement étroits. Ils lui faisaient très mal, quoiqu'elle ne voulait pas l'avouer, et les 33 épingles à cheveux de Joe lui semblaient enfoncées dans sa tête. « Mais tant pis, dit Joe, pour une fois, soyons élégantes ou mourons. » Madame March
mal portantes, ne pouvaient les accompagner. Mais elle les avait dans la journée recommandées aux soins d'une de ses amies qu'elle devait retrouver au bal. « Amusez-vous bien, chérie, » leur dit Madame March au moment enfin arrivé du départ. « Et revenez à 11h, aussitôt que Anna ira vous chercher. » Enfin, elles arrivèrent et après être restées un certain temps devant la glace du cabinet de toilette de Madame Gardinier, Joe demanda à sa sœur « Ma ceinture est-elle droite? Et mes cheveux sont-ils à peu près à leur place ?»« Oui, oui. Mais n'oubliez pas de bien dissimuler la brûlure de votre robe, » lui répondit Meg. « Je suis sûre d'oublier. Si vous me voyez faire quelque chose de mal, mouchez-vous bien fort, je comprendrai, » répliqua Joe en remettant sa collerette droite et donnant un dernier regard à sa coiffure. « Vous n'y pensez pas, Joe. Ce ne serait pas du tout distingué. Si vous faites quelque chose de mal, je froncerai les sourcils. Et si c'est bien, je ferai un signe de tête. Surtout, tenez-vous droite. Faites de petits pas et ne donnez pas de poignées de main si l'on vous présente à des inconnus. Cela ne serait pas convenable. Comment faites-vous pour savoir tout ce qui est convenable? Moi, je n'ai jamais pu l'apprendre. Ne trouvez-vous pas que cette musique est gaie? Dit Joe en descendant. Les deux sœurs allaient rarement dans le monde. Aussi, quelque peu cérémonieuse que fût la réunion, c'était pour elles un grand événement qui leur inspirait une certaine timidité. Elles furent reçues très cordialement par Madame Gardinier, une belle vieille dame qui les conduisit vers Sally. Une de ses filles, Meg, qui la connaissait, fut bientôt à son aise. Mais Joe, qui se souciait peu des petites filles et de leur bavardage, resta seul, le dos soigneusement appuyé contre le mur, se sentant aussi dépaysé dans ce salon qu'un petit poulain dans une serre remplie de fleurs. Dans un coin de la chambre, plusieurs jeunes garçons parlaient gaiement de traîneaux et de patins. Et Joe, qui aimait passionnément à patiner, aurait bien voulu les rejoindre. Mais Meg, à qui elle télégraphia son désir, fronça les sourcils d'une manière si alarmante qu'elle n'osa pas bouger. Les jeunes gens s'en allèrent un à un. Personne ne lui parla. Et elle fut laissée seule, n'ayant pour toute ressource que la possibilité de regarder autour d'elle puisque, grâce à sa robe brûlée, elle ne pouvait changer de place. Cependant, on commençait à danser. Meg fut tout de suite invitée, et les petites bottines trop étroites glissaient si légèrement sur le parquet que personne n'aurait pu deviner quelle souffrance endurait leur propriétaire. Joe, voyant un gros jeune homme à cheveux rouges s'approcher d'elle, craignit que ce ne fût pour l'inviter et se glissa dans l'embrasure assez profonde d'une fenêtre. Elle se cacha derrière les rideaux avec l'intention de tout regarder de là sans être vue. Le poste était bien choisi pour s'amuser en paix du bruit des autres. Malheureusement, une autre personne timide avait déjà choisi le même refuge et elle se trouva face à face avec le jeune Lawrence. « Mon Dieu, je ne savais pas qu'il y eût quelqu'un dans cette cachette, » balbutia Joe, se préparant à s'en aller aussi vite qu'elle était venue. Mais le jeune garçon se mit à rire et dit aimablement, quoiqu'il eût l'air un peu effrayé, « Ne faites pas du tout attention à moi, mademoiselle, et restez si cela vous fait plaisir. » « Je ne vous gênerai pas? » « Pas le moins du monde. J'étais venue derrière ce rideau parce que, ne connaissant presque personne ici, je m'y sentais un peu dépaysée dans le premier moment. Vous savez, dit-il en se levant, on éprouve toujours un peu d'embarras. C'est pour la même raison que je m'y réfugiais. Ne partez pas, je vous en prie, à moins que vous n'en ayez envie. Le jeune garçon offrit une chaise à Joe, puis se rassit. Cela a fait... Il regarda ses bottes jusqu'à ce que Joe, essayant d'être poli et aimable, lui dit « Je crois que j'ai déjà eu le plaisir de vous voir. Vous habitez tout près de chez nous, n'est-ce pas ?»« Oui, dans la maison d'à côté. » Et levant les yeux vers Joe, il se mit à rire, car l'air cérémonieux de la petite demoiselle contrastait d'une manière fort drôle avec la conversation qu'ils avaient eue ensemble lorsqu'il avait rapporté le chat à son propriétaire. Joe se mit à rire aussi et dit de son air habituel « Votre cadeau de Noël nous a bien fait plaisir. » C'est grand-père qui vous l'a envoyé. Oui, mais c'est vous qui lui en avez donné l'idée, n'est-ce pas? Comment se porte votre chat, Miss March? Demanda le petit Laurie, essayant de prendre un air sérieux, mais ne parvenant pas
cependant à cacher la gaieté qui faisait briller ses grands yeux noirs. « Très bien, je vous remercie, Monsieur Lawrence. Mais je ne suis pas Miss March, je suis seulement Joe. »« Je ne suis pas Monsieur Lawrence, je suis seulement Laurie. »« Laurie Lawrence ? Quel drôle de nom. Mon nom de baptême est Théodore, mais il ne me plaît pas. On a fini par m'appeler Laurie, et j'aime mieux cela. » Moi aussi, je déteste mon nom. Il conviendrait à une personne très douce et très posée, et je ne suis ni l'une ni l'autre. Je voudrais que tout le monde dise Joe au lieu de Joséphine. Comment avez-vous fait pour obtenir de vos camarades de vous appeler Laurie? Je me suis fâchée, je me suis battue avec le plus grand qui s'y refusait. Et tout a très bien marché après. Je ne peux pas me battre avec tante March. Ainsi, je suppose que je dois me résigner, murmura Joe avec un soupir. N'aimez-vous pas la danse, Miss Joe? Demanda Laurie en ayant l'air de penser que le nom lui allait bien. Si, assez lorsqu'il y a beaucoup de place et que tout le monde est gai. Mais dans un petit salon comme celui-ci, où je suis sûre de tout renverser, de marcher sur les pieds des autres ou de faire quelque chose de terrible, je mets la danse de côté et je laisse Meg faire la belle pour nous deux. Mais vous dansez, vous? Quelquefois, cependant, comme je suis restée quelque temps en Europe et que je ne suis pas ici depuis longtemps, j'ai peur de ne pas connaître vos danses. En Europe? Racontez quelque chose, j'aime beaucoup les récits de voyage. Laurie n'avait pas l'air de savoir par où commencer. Mais Joe, lui posant beaucoup de questions, il lui raconta comme quoi il avait été en pension à Vevey en Suisse, un endroit où les petits garçons portent des képis au lieu de chapeaux, ont des bâtons sur le lac de Genève et pendant les vacances vont faire des excursions avec leurs maîtres sur les glaciers. « Oh, que je voudrais avoir été dans cette pension-là !» s'écria Joe. « Êtes-vous allé à Paris ?» Nous y avons passé l'hiver dernier. Parlez-vous français? À Vevey, on ne nous permettait pas d'employer une autre langue. Ah, dites-moi quelque chose en français. Je le lis, mais je ne peux pas le prononcer. Quel nom a cette jeune demoiselle qui danse avec ses jolies bottines? Dit complément Laurie. Oh, que c'est bien, vous avez dit. Quelle est cette jeune fille aux jolies bottines, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle. C'est ma sœur Marguerite, vous le savez bien. La trouvez-vous jolie? Oui, elle me rappelle les jeunes filles de Genève. Elle est si fraîche et si calme. Et elle danse si bien. Joe rougit de plaisir en entendant les compliments qu'on faisait de sa sœur et se promit de ne pas oublier de les lui redire. Elle était redevenue son joyeux elle-même en ne voyant personne faire attention à sa robe ou lever les sourcils à tout propos. Aussi son air gentleman mit bientôt Laurie à l'aise. Et à force de regarder, de bavarder, de critiquer, ils furent bientôt de vieilles connaissances. Joe aimait de plus en plus son jeune voisin. Elle le regarda très attentivement, plusieurs fois afin de pouvoir le bien décrire à ses sœurs. Car n'ayant pas de frères et très peu de cousins, les petits garçons étaient pour elle des créatures presque inconnues. Des cheveux noirs bouclés, de grands yeux noirs, un teint brun, un nez aquilin, une jolie bouche, de jolies mains et de petits pieds. Très poli pour un garçon et en même temps très gai. Quel âge peut-il avoir? Elle allait lui demander, mais s'arrêta juste à temps et avec un tact qui lui était peu habituel, elle essaya d'arriver à le savoir d'une manière plus polie. « Je suppose que vous irez bientôt à l'université. Je vous vois piocher. »« Non, travailler beaucoup, » dit Joe en rougissant d'avoir laissé échapper le mot « piocher ». Laurie sourit et n'eut pas l'air choqué, puis répondit en haussant les épaules. « Pas avant 2 ou 3 ans en tout cas, car je n'irai certainement pas avant d'avoir 17 ans. »« N'avez-vous donc que 15 ans ?» demanda Joe, qui trouvait Laurie très grand et qui lui aurait bien donné 17 ans. « J'aurai 15 ans le mois prochain. Que je voudrais donc pouvoir aller à l'université, vous ne paraissez pas être de mon avis? Je la déteste. Je ne peux pas souffrir la manière d'étudier de ce pays-ci. Qu'est-ce que vous aimeriez? Vivre en Italie et m'amuser comme je l'entends. » Joe aurait bien désiré lui demander ce que c'était que s'amuser comme il l'entendait. Mais les sourcils noirs de son compagnon s'étaient froncés subitement d'une manière si alarmante qu'elle changea de sujet et dit en battant la mesure avec son pied. « Quelle jolie valse! Pourquoi n'allons-nous pas danser?
« J'irai si vous y venez aussi, répondit-il en lui faisant un drôle de petit salut français. Je ne peux pas. J'ai dit à Meg que je ne danserai pas parce que... Et elle s'arrêta, ne sachant pas si elle devait continuer. Parce que quoi demanda curieusement Laurie. Vous ne le direz pas? Jamais. Eh bien, vous saurez que j'ai la mauvaise habitude de ne prendre garde à rien, pas même au feu, et de brûler souvent mes robes. Celle-ci a été brûlée par derrière, et quoi qu'elle ait bien été raccommodée, cela se voit. Et Meg m'a recommandé de ne pas bouger de la soirée pour qu'on ne s'en aperçoive pas. Ah, vous pouvez rire si vous voulez, je sais que c'est drôle. Mais Laurie ne rit pas. Il baissa seulement les yeux une minute, et l'expression de sa figure étonna Joe lorsqu'il lui dit très gentiment « Ne faites pas attention à votre robe. Je vais vous dire ce que nous pourrions faire. Il y a près d'ici un grand vestibule dans lequel nous serons très bien pour danser sans que personne ne nous regarde. D'ailleurs, nous tournerons très vite. On n'y verra rien du tout. Venez, je vous en prie. » Joe accepta sans se faire prier davantage et suivit son jeune cavalier dans le vestibule. Elle eut soin pourtant de passer derrière tout le monde et très près du mur pour ne pas trahir dès le début le secret de sa robe brûlée. Mais par exemple, elle regretta beaucoup de n'avoir pas de jolis gants lorsqu'elle vit son cavalier en mettre une paire jaune paille d'une étonnante fraîcheur. Laurie dansait bien et Joe éprouva un grand plaisir à danser avec lui dans un endroit où elle ne pouvait faire aucun malheur. Il lui apprit le pas allemand et tous deux ne s'arrêtèrent de danser que lorsque la musique eut complètement cessé. Ils s'assirent alors pour se reposer sur la dernière marche de l'escalier et Laurie était au milieu d'un récit d'un festival d'étudiants à Heidelberg lorsque Meg fit signe à sa sœur de venir. Joe, se rendant bien à contre-cœur à son appel, la trouva dans une chambre à côté, étendue sur un sofa, tenant son pied et se lamentant. « J'ai le pied tout enflé. Les stupides talons ont tourné et m'ont donné une entorse épouvantable. J'ai très mal et je ne peux plus me tenir debout. Je ne sais pas comment je ne pourrai jamais revenir chez nous. » Je savais bien que vous feriez mal avec ces bottines trop étroites. Je suis très fâchée, mais je ne vois qu'un moyen. C'est d'aller vous chercher une voiture ou de rester ici toute la nuit, répondit Joe en frottant doucement le pied endolori de sa sœur. Cela coûterait beaucoup trop d'argent de prendre une voiture et d'ailleurs, nous ne pourrions pas en trouver. Tout le monde est venu dans des voitures particulières et quand même il n'en y aurait d'autres, les stations sont loin d'ici et nous n'avons personne à envoyer. « J'irai, moi, dit Joe. Ce n'est pas plus difficile aujourd'hui qu'un autre jour. »« Non, non, dit Meg, vous n'irez pas. Il est 10 heures passées et il fait noir comme dans un four. Je ne peux pas non plus rester ici. Plusieurs amies de Sally couchent chez elle et il n'y a plus de chambre à coucher disponible. Je vais me reposer en attendant Anna. Quand elle viendra, je ferai comme elle voudra. »« Je vais demander à Laurie. Il ira, lui, dit Joe, enchanté de son idée. »« Miséricorde, ne demandez et ne dites rien à personne. Donnez-moi seulement mes caoutchoucs et mettez de côté ces maudites bottines. Je ne veux plus danser maintenant. »« On va souper. J'aime mieux rester avec vous. »« Non, ma chère, allez vite me chercher un peu de café glacé. Je sais qu'il y en a. Je ne peux décidément pas bouger. » La chambre était solitaire. Meg s'étendit sur le canapé en cachant soigneusement ses pieds sous sa robe. Et Joe se mit à la recherche de la salle à manger, en faisant des bévues tout le long de son chemin. Après être entrée dans un cabinet noir rempli de robes et avoir brusquement ouvert une chambre dans laquelle reposait la vieille Madame Gardinier, elle finit par trouver la salle à manger et prit une tasse de café qu'elle renversa immédiatement sur elle. Maintenant, rendant ainsi le devant de sa robe aussi peu présentable que le dos. « Dieu que je suis maladroite !» s'écria-t-elle en frottant sa robe avec le gant de Meg et le salissant aussi. « Puis-je vous aider ?» demanda une voix amie. Et Laurie vint à côté d'elle, portant d'une main une tasse de café et de l'autre une glace. J'essayais de porter quelque chose à Meg, qui est très fatiguée. Quelqu'un m'a poussée et me voilà dans un bel état, répondit Joe en portant piteusement ses regards de sa robe tachée à son gant couleur de café. Je cherchais quelqu'un à qui donner ceci. Puis-je le porter à votre sœur ? Je le veux bien. Je vais vous montrer où elle est.
mais je ne vous offre pas de rien porter. Je ferai encore d'autres maladresses. Et c'est ainsi que se termine mon extrait de ce soir des 4 filles du Docteur March. J'espère que vous avez apprécié ce moment, mais surtout ne bougez pas, j'arrive tout de suite pour la suite du roman. Et je vous souhaite une excellente nuit si vous allez vous coucher et une bonne journée si vous vous levez. A tout de suite sur D8.